Depuis 40 ans peut-être, effectivement, je suis occupé par une seule question. C'est quel est l'avenir des peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine au-delà du capitalisme. Parce que ce dont je suis convaincu, c'est que l'expansion mondiale du capitalisme est à l'origine du sous-développement. C'est-à-dire que loin d'offrir une chance à ceux qui sauraient la saisir des peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine de rattraper, entre guillemets, et les pays capitalistes développés, ceux d'Amérique du Nord, d'Europe et du Japon, et de devenir à leur image, même si cette image n'est pas nécessairement enthousiasmante, m'est apparue comme une idée fondamentalement démentie par l'histoire, sans fondement théorique capable de l'établir. Et que par conséquent, d'une certaine manière, la polarisation, c'est-à-dire l'écart grandissant entre les pays des centres capitalistes dominants et le reste de la planète, c'est-à-dire nous, asiatiques, africains et latino-américains, est le produit de l'expansion mondiale du capitalisme. Dans ce sens, je suis arrivé, sans doute plus tardivement, à la conclusion que l'impérialisme n'est pas une phase, fût-elle la phase suprême du capitalisme, mais une caractéristique permanente du capitalisme depuis ses origines. Et c'est notamment à travers le rapport d'amitié et de coopération que j'ai développé il y a 30 ans, ou plus de 30 ans, avec les camarades d'Amérique latine, que j'ai appris et compris que l'Amérique latine avait été le premier grand produit de ce façonnement de l'inégalité à l'échelle mondiale. Et dans ces conditions, nous n'avons pas d'avenir dans le cadre de la logique du déploiement capitaliste, qui est un déploiement impérialiste et qui le reste jusqu'aujourd'hui et qui le sera pour tout l'avenir visible tout au moins. Toutes les grandes révolutions des temps modernes et tous les grands mouvements qui, sans avoir été des révolutions, ont changé la face du monde, sont le produit de cette confrontation. La révolution russe, qui est après tout une révolution d'abord dans une périphérie du système capitaliste européen, ensuite la révolution chinoise, ensuite et avec en même temps la révolution vietnamienne, la révolution cubaine, la première et la seule jusqu'à présent sur le continent américain. Ce n'est pas un hasard, mais même les mouvements de libération nationaux qui ont contraint l'impérialisme à faire des concessions et à reconnaître l'indépendance politique des pays qui avaient été subordonnés à travers l'histoire moderne à des statuts coloniaux et semi-coloniaux, pour employer l'expression très juste de Lénine, la Chine, l'Inde, l'Empire ottoman, les pays arabes, l'Afrique noire. Tous ces grands mouvements nationaux sont une forme, je dirais, moins radicale ou de la réponse des peuples d'Asie et d'Afrique à ce même défi. Ce même défi, les peuples d'Amérique latine l'ont rencontré depuis leur indépendance, puisque depuis leur indépendance, immédiatement après leur indépendance, ils ont été soumis, à travers la doctrine Monroe, à une conception de la construction capitaliste qui les subordonnait aux patrons nord-américains. Ils y ont répondu à leur manière et il y a eu même de grandes révolutions sur ce continent, sans être des révolutions socialistes, la grande révolution mexicaine des années 10 et 20. Il y a eu des expériences que j'appelle de populisme national, le péronisme et d'autres en sont des exemples, qui ont tenté, dans la logique du capitalisme, mais aussi en la remettant en question par une confrontation plus ou moins directe avec l'impérialisme dominant, de remettre en question.
Et nous continuons à être confrontés à ce même problème, puisque d'abord il y a des reculs, la révolution russe a tourné comme elle a tourné, et finalement elle a conduit à l'effondrement de la première expérience ou tentative d'aller au-delà de la logique du capitalisme. La Chine s'est engagée dans une voie sur laquelle on peut se poser beaucoup de questions. Bon, alors viendra une seconde vague, j'en suis persuadé, de grands mouvements, peut-être même de révolutions, ou de remontée du grand projet du socialisme mondial. L'impérialisme, à travers les siècles, 5 siècles ou 4 siècles et demi, s'était toujours conjugué au pluriel. Il n'y avait pas l'impérialisme, mais les impérialismes, c'est-à-dire des centres capitalistes dominants, en conflit quasiment permanent. Conflit non pas seulement de compétition économique, mais conflit politique et militaire quasiment permanent. Je ne lis pas cette histoire comme une histoire d'hégémonie successive, comme certains, qui aurait été acceptée pendant chacune des phases successives par l'ensemble des centres capitalistes, mais comme une histoire fondamentalement de conflit. De sorte que si Marx a dit, et il avait raison, que l'histoire, au moins moderne, doit se lire et peut se lire comme l'histoire de la lutte des classes, elle peut se lire aussi, et ce n'est pas contradictoire, comme la guerre permanente entre les centres impérialistes et comme aussi la révolte permanente, qui n'est pas toujours une révolution, des peuples soumis de la périphérie. C'est d'ailleurs, je crois, les Chinois, le Parti communiste chinois, qui avait amené un changement, une modification dans la formule « prolétaires de tous les pays, unissez-vous », en ajoutant « prolétaires de tous les pays, peuple asservi, unissez-vous ». Et je crois que c'est tout à fait juste. Ça a redonné la dimension mondiale du projet, à la fois anti-impérialiste, mais aussi anticapitaliste. Parce qu'un anti-impérialisme conséquent ne peut pas être justement comme l'ont tenté les bourgeoisies nationales quand elles ont existé dans notre histoire, de rattraper dans le cadre de la logique du capitalisme. Et donc de sortir de la soumission à l'impérialisme tout en restant dans le capitalisme. Alors, qu'est-ce qui est nouveau ? Ce qui est nouveau, c'est que se constitue ce que j'appelle l'impérialisme collectif de la triade. La triade, c'est les États-Unis, et je dirais leurs provinces extérieures canadiennes, l'Europe, je ne sais pas où mettre les frontières exactement, si elles sont avant ou après la Pologne, et le Japon. Il y a 50 ans, une très grande entreprise, celle que l'on appelle les transnationales, pour se constituer et apparaître sur le marché, avait besoin d'une clientèle d'une centaine de millions de clients solvables, évidemment. 100 millions. C'était à la taille des marchés intérieurs des grands pays capitalistes développés. Les États-Unis, d'évidence, mais même la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France, le Japon. Aujourd'hui, il paraît qu'une grande entreprise, et on a l'exemple avec Internet, avec des technologies nouvelles, une grande entreprise, pour se constituer d'une manière efficace, a besoin d'un marché de 600 millions de clients solvables. Et 600 millions de clients solvables, on ne peut pas les avoir, sauf si on a accès au marché mondial. C'est-à-dire on ne peut pas les avoir sur la seule base du marché interne des États-Unis, sur la seule base même du marché européen, qui est pourtant très large et plus grand que le marché des États-Unis, mais on a besoin du marché mondial. Le segment dominant du capital, c'est-à-dire le capital des oligopoles, ou j'utiliserai le terme de Lénine qui est plus juste, des monopoles, transnationalisés, ont besoin d'une gestion qui doit être alors commune
du système mondial, du marché mondial, pour utiliser leur langage. On me dira, mais il y a des contradictions entre eux, mais le capitalisme est fait de contradictions. Et toute entreprise capitaliste est à la fois associée, mais en conflit avec son voisin. Il n'empêche qu'ils ont aussi des intérêts communs. Ils sont en conflit mercantile, je dirais, en compétition permanente, mais ils ont aussi des intérêts communs. Et ce sont ces intérêts communs qui constituent la base de la nouvelle phase de l'impérialisme collectif. Mais là-dessus se greffent, de ce fait apparaissent deux nouvelles grandes contradictions. Premièrement, alors qu'il y avait concomitance entre l'espace de la gestion politique et l'espace de la gestion économique dans les impérialismes des étapes précédentes, il n'y a plus cette concomitance, puisqu'il y a d'une part le besoin d'une gestion économique du marché mondial par l'impérialisme associé, par toutes les transnationales, disons, tout ce qu'on appelle les transnationales, d'une part, mais il n'y a pas d'instrument politique de même niveau. Il y avait autrefois des transnationales américaines et un État nord-américain, des transnationales britanniques et un État britannique, des transnationales françaises et un État français, et même des plus petites, des transnationales belges et un État belge. Mais aujourd'hui, il y a des transnationales tout court, mais il n'y a pas d'État intégrant les uns et les autres. Il y a cette dichotomie. Et cette dichotomie, elle est à l'origine d'une contradiction violente, et elle va apparaître, elle est apparue avec la question de la guerre d'Irak d'une façon très claire, et à mon avis, elle va se développer. Et c'est une bonne chose. Il n'y a pas de structure politique commune. Il y a des embryons. Giscard d'Estaing a inventé le G7, c'est-à-dire le club des, appelons-le le club des 7 bandits, les 7 plus riches, les 7 chefs d'État, c'est-à-dire les représentants de l'impérialisme collectif. Mais c'est une réunion annuelle où ils bavardent. Ils peuvent peut-être de temps en temps prendre une décision commune, mais ils ne peuvent pas y résoudre leurs propres conflits entre eux. L'autre contradiction, c'est que dans cette gestion commune, ce que j'appelle les cultures politiques des différents peuples sont différents. On parle beaucoup, c'est la mode aujourd'hui de parler de la spécificité et de la diversité. En général, ce sont des banalités, des platitudes. Hein. Les gens parlent différentes langues, ils ont éventuellement des religions différentes ou ils n'en ont pas. Ils ont peut-être des couleurs de peau différentes. Hein. Bon, bien. Et alors hein. Mais il y a, moi je situe la différence à un autre niveau. Ils ont des cultures politiques différentes. Parce que la culture politique est une construction historique. C'est la construction de la combinaison des luttes sociales, des luttes de classe à l'intérieur des sociétés et des formes et des conditions de l'intégration de cette société dans le capitalisme mondial. Ça a façonné des cultures politiques qui ont leur spécificité. Et de ce fait, la gestion politique du système mondial par l'impérialisme collectif est impossible. La gestion de ce système contemporain, que j'appellerais l'impérialisme collectif de la triade, gestion économique et politique, cette étape nouvelle du capitalisme et de l'impérialisme, est rentrée dans une phase de militarisation. La militarisation, la guerre, ou les guerres successives ont commencé non pas avec la dernière en date, qui n'est pas la dernière, elle sera suivie d'autres malheureusement, j'en suis persuadé, celle d'Irak, mais a commencé dès 1990, c'est-à-dire exactement au lendemain de l'effondrement de l'Union soviétique par la guerre du Golfe, puis ensuite il y a eu la série des guerres de Yougoslavie, il y a eu la guerre de Bosnie, puis la guerre du Kosovo, peut-être demain une guerre en Macédoine, les guerres d'Asie centrale, je préfère les appeler comme ça plutôt que la guerre d'Afghanistan, parce que l'objectif de l'impérialisme américain ne sont pas les montagnes sèches d'Afghanistan, mais le pétrole de l'Asie centrale ex-soviétique. Et la dernière en date, la guerre d'Irak, avec immédiatement après une cascade de menaces d'une violence extrême contre l'Iran,
contre la Corée du Nord, contre Cuba. Les États-Unis apparaissent aux yeux du monde entier, je dirais des peuples du monde entier, comme non pas seulement la superpuissance militaire, ce que évidemment elle est depuis la disparition de l'Union soviétique, mais comme également la superpuissance économique, le dollar roi, le dollar monnaie internationale, comme la superpuissance technologique. Internet est américain, et tout le monde le sait, mais même comme la superpuissance, je n'oserais pas utiliser le terme de culturel, mais pseudo-culturel, le blue jean pour tout le monde, le Coca-Cola pour tout le monde, et que l'aspiration à ce mode de vie, mais hier, Chomsky a montré que c'était une fabrication d'une propagande très, très bien faite et très intelligente des médias américains, c'est l'aspiration de beaucoup, en tout cas, des gens, des peuples à travers le monde entier. Et que donc, cette hégémonie est tellement écrasante qu'il nous faut l'accepter, nous ajuster, c'est le terme utilisé par la Banque mondiale, ajustement, hein, et nous soumettre donc à ces exigences. Ce n'est pas du tout, à mon avis, la réalité. La réalité, c'est que le système économique et social américain est extrêmement vulnérable et le système productif américain n'est pas du tout le système le plus efficace, etc., au monde. La preuve, c'est que son déficit extérieur grandissant, qui est passé en une dizaine d'années de 100 à 500 milliards de dollars annuels et davantage aujourd'hui, et qui frappe tous les segments du système productif américain. C'est-à-dire que sans l'ouverture des marchés selon les règles du libéralisme qui n'ont jamais été mises en application, elles ne le seront jamais, mais si on les prenait au mot, le vrai libéralisme avec ouverture honnête et égale de tous les marchés, les États-Unis seraient incapables de gagner la bataille à l'échelle mondiale. Ils la perdraient dans tous les domaines. Dans le domaine agricole, ils la perdraient en concurrence avec l'Europe et avec le cône sud de l'Amérique du Sud. Pas avec toute l'Amérique latine, mais avec le cône sud. Dans le domaine des industries ordinaires, disons, les industries qui ont été de base de la période précédente, les industries fordistes, l'automobile est le symbole, ils seraient battus par les nouvelles puissances industrielles, la Chine, la Corée, l'Inde et même le Brésil. Dans le domaine des industries de pointe, ils ont quelques avantages, certains, et ils tentent de les renforcer, mais force est de constater qu'ils s'érodent. Alors, beaucoup de gens, et tout le patronat probablement, en France, M. de Sellière le dit ouvertement, nous avons besoin d'une force de police internationale. Bon, les États-Unis peuvent la produire, hein, nous non. Ils la produisent pour nous, ils travaillent pour nous, pas pour eux seulement, pour nous. C'est le point de vue dominant des strates dominantes, des strates principales du capitalisme dominant dans toute la triade, qui explique la tendance à l'alignement ou à la soumission. Ça, c'est un aspect de la question. L'autre aspect de cette militarisation, c'est que même si dans l'ensemble des pays du Sud, comme on dit maintenant, ce que j'appelle les bourgeoisies nationales ont disparu, ou presque, et que les bourgeoisies, c'est-à-dire les classes dominantes locales, sont de la nature que nous appelons dans notre langage, notre jargon peut-être comprador, hein, et qu'elles tirent bénéfice de l'insertion dans le capitalisme inégal tel qu'il est. Tous les milliardaires latino-américains sont très contents du néolibéralisme. Et il n'y a pas de raison qu'ils ne le soient pas. Hein. Mais leur peuple, non, en sont les victimes. Et par conséquent, la gestion politique de ce système est devenue impossible par des moyens normaux. Hier, Attilio Boron, présenté dans une présentation à cette conférence, a dit des choses très intéressantes et très justes et très importantes. Que
parce que la démocratie, c'est-à-dire la démocratie au sens élection pluraliste, etc., est apparue en Amérique latine en concomitance avec le néolibéralisme, la démocratie perd sa crédibilité auprès des peuples latino-américains. Et il nous a donné des chiffres. En Argentine, il n'y a que 8% des Argentins qui pensent qu'ils ont gagné quelque chose avec la démocratie. La gestion donc de ce système doit employer de plus en plus des moyens violents. Alors le moyen violent par excellence, évidemment, c'est la reconquête militaire, à l'extrême. Mais entre-temps, il y a toutes sortes d'intermédiaires possibles. C'est la raison de cette option de militarisation. Mais en faisant cette option, la classe dirigeante américaine tire la couverture à elle. Parce que si c'est nous, disent-ils, qui sommes les seuls gendarmes du monde, alors on doit se payer en premier. Bien entendu. Hein? Oui. Et les autres ne sont, après tout, que des mendiants bien habillés, hein, quand il s'agit des Européens ou des Japonais, ou des mendiants moins bien habillés quand il s'agit des autres, mais ils ne sont que des mendiants. Et par conséquent, nous prenons tout pour nous. Et c'est là peut-être qu'il y a des nuances dans la classe dirigeante américaine. La nuance entre les colombes et les faucons, c'est que les colombes sont prêts à faire davantage de concessions, pas au peuple, à leurs associés, avec dans la perspective de renforcer la nature collective de l'impérialisme. Il y a un terme même dans leur jargon qui est the sharing, le partage des responsabilités et donc des gains aussi, des profits. Et puis il y a ceux qui disent non, l'équilibre est tel, le déséquilibre est tel en notre faveur militaire que nous devons y aller. Mais les deux, tous sont conscients que dans un jeu, et c'est la raison pour laquelle ils n'iront pas facilement vers ils reculeront pas facilement de leur projet militaire, ils savent que s'ils renoncent à leur projet militaire, ils perdent leur position de puissance hégémonique. Et ils sont très vulnérables. La puissance économique des États-Unis derrière leur puissance militaire, n'oublions pas que, comme elle est associée à un déficit, elle est financée par les autres. Les autres, c'est tout le monde. C'est d'abord les Européens et les Japonais. Mais c'est même les Chinois qui, stupidement, investissent leur surplus d'exportation en bons du trésor américain. C'est même les riches, comme les pétroliers arabes, les idiots riches, mais c'est même les pauvres. Même Haïti paye sa part de dîmes aux États-Unis. Même Haïti. Tout le monde doit payer. Et ça, c'est très vulnérable. Surtout si certains des riches, je pense en premier aux Européens, optaient pour une autre politique, mais utilisaient leur surplus chez eux au lieu de l'investir aux États-Unis, alors la puissance américaine s'effondrerait le lendemain. Et toute la violence de l'hostilité, presque de la haine, de la clique dirigeante actuelle à l'égard, entre autres, du gouvernement français, parce que le gouvernement français a pris une position un peu de pointe, vient de là. Si il y a cette crainte, et ils ont besoin, les États-Unis ont besoin, ou la classe dirigeante des États-Unis a besoin, de construire dans un temps très court un système que j'appelle tributaire. C'est-à-dire dans lequel, qui leur donnerait un droit, on peut à peine utiliser le terme de droit, un rapport de force qui leur permettrait de piller le reste du monde par des moyens de la violence politique et militaire. Transformer le flux des capitaux qui alimentent leur déficit, qui couvrent leur déficit, en une sorte de taxe imposée au reste du monde par le contrôle militaire de la planète. Et c'est ce qu'a dit hier Chomsky. La stratégie des États-Unis vise, à travers le contrôle militaire de la planète, de s'assurer d'un flux de capitaux vers les États-Unis, leur permettant de compenser leur déficience, pas leur avantage. Ça, à mon avis, ce n'est pas très durable. Et à mon avis, ça, et ce sera mon dernier point sur ce point, sur cette question, est un symptôme de sénilité du capitalisme et de l'impérialisme.
parce que dans les phases antérieures de l'impérialisme a toujours été sauvage, mais dans les phases antérieures de l'impérialisme construisait, détruisait et construisait. En Amérique, il a détruit des sociétés indiennes, parfois totalement et parfois largement, mais il a construit la Nouvelle-Amérique. Dans les colonies d'Afrique, il a détruit beaucoup de choses, mais il a construit ce que sont devenus les États africains contemporains. Ça se symbolisait sur le plan économique, disons, par l'exportation du capital. Et quand vous lisez Lénine, l'impérialisme de son époque, et c'était juste à son époque, était un impérialisme exportateur de capitaux. Pas pour faire le bonheur des peuples, non, pour en tirer des profits. Les soumettre à l'exploitation, mais soumettre à l'exploitation, c'est intégrer d'une certaine manière pour en tirer des profits. Et c'est une opération de transformation de la société. Donc le capitalisme apparaissait, l'accumulation du capital, comme ayant deux dimensions. L'une destructrice, elle l'a toujours eue, et l'autre constructive. Mais dans sa phase montante, on peut dire que la dimension constructive l'emportait sur la dimension destructive. Nous sommes arrivés au point où c'est la dimension destructive qui l'emporte. Et cette dimension destructive, elle prend elle est devenue gigantesque. Ce n'est pas seulement la destruction de tous les êtres humains réduits à être des marchandises vendeurs de leur force de travail, mais c'est aussi la destruction de la nature, et ça, c'est ce dont on prend conscience. Marx l'avait déjà dit, mais on l'avait oublié. Et disons que même les marxistes l'avaient oublié. Et moi-même, je l'avais oublié. Je n'ai pas de prétention au-delà. On le redécouvre, et c'est une bonne chose, que cette accumulation du capital est destructrice de la base naturelle de la reproduction, y compris de la vie, avec toutes les menaces que les moyens contemporains donnent à la production. Et destructrice de culture et de nation. Vous me direz, ils l'ont déjà fait, les Indiens, ils ont massacré des Indiens sur ce continent. Et par la suite, avec la traite négrière, ça a été très destructeur pour les peuples africains, bien entendu. Mais, comme je disais, il y avait une contrepartie qui a été la construction d'autres choses. Maintenant, nous sommes à un stade où la dimension destructrice l'a emporté largement. Et ça se symbolise par le fait que pour maintenir le niveau de vie, de gaspillage, avec des inégalités incroyables, les États-Unis, le plus grand pays capitaliste du monde, avec 10% de sa population qui mourrait de faim, au sens littéral du mot, s'il n'y avait pas les distributions gratuites d'alimentation. Il n'y a pas ça à Cuba. Oui, bon. Donc, c'est d'une manière scandaleuse, mais pour maintenir ce niveau de vie gaspilleur et scandaleusement inégal, ont besoin de détruire une bonne partie du reste du monde. C'est un stade sénile, mais très dangereux. Alors là, il faut distinguer le court terme du plus long terme. Pour le court terme, mon opinion est brutale. L'ennemi principal, c'est la stratégie, le choix de la classe dirigeante des États-Unis d'une stratégie de militarisation de la mondialisation. Et par conséquent, mettre en déroute ce projet est nécessaire. C'est la précondition pour un progrès social quelconque et un progrès démocratique quelconque, et ouvrant des perspectives plus longues. C'est la précondition. Et ça, par conséquent, dans le moment actuel, rassembler le maximum de forces politiques et sociales à travers le monde qui refusent et qui s'opposent au projet, à la mise en œuvre du projet militaire nord-américain, c'est le seul objectif stratégique qu'on puisse avoir. C'est la précondition. Et je suis assez optimiste là-dessus. Beaucoup de gens étaient étonnés de la position prise par Villepin avant la guerre d'Irak, par l'axe qui se dessine et qui s'est dessiné, Paris-Berlin, Moscou et Pékin.
de refus de l'hégémonisme américain et de la militarisation de la mondialisation, avec des degrés divers et avec des hauts et des bas, bien entendu, comme toujours, mais cet axe qui se dessine. Les opinions publiques et gouvernementales ont vu que le projet avait un autre objectif, qui était celui de s'emparer des ressources pétrolières du Moyen-Orient, d'établir le contrôle militaire des États-Unis sur ces ressources pétrolières et à travers elles de subalterniser l'Europe. C'est pourquoi l'Europe, ou certains pays européens, ont réagi d'une manière conséquente. Et ce projet a déjà perdu, il a perdu la bataille diplomatique. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu donner une apparence de légalité, et au contraire, il a obligé les États-Unis à violer la légalité ouvertement et à le dire et à le reconnaître. La légalité, on s'en moque. C'était un peu le langage de Hitler. Mais c'est une défaite diplomatique. Défaite morale, dans le sens que personne, sauf aux États-Unis malheureusement, où l'opinion est largement fabriquée, personne ne croit dans le monde que les objectifs de la guerre en Irak, c'est la démocratie, c'est libérer le peuple, aider le peuple irakien à se libérer. C'est vrai d'un tyran, Saddam Hussein, mais ce tyran a été lui-même un allié quand il a fait la guerre, quand il faisait la guerre pour le compte de l'Occident à l'Iran, dans les années 80. Personne n'y croit. Donc ils ont perdu cette bataille. Ils sont en train de perdre la bataille militaire, dans ce sens que les événements quotidiens montrent qu'ils ne pourront pas établir un régime à leur solde en Irak qui ait un minimum d'apparence d'efficacité, c'est-à-dire qu'ils puissent gérer le pays dans une apparence de stabilité, et qu'ils sont embourbés. Il y a d'ailleurs, on voit déjà leur langage commencer à être hésitant et les conflits internes dans la classe dirigeante américaine apparaître sur ce plan. Donc sur ce plan, je suis très optimiste. Ce projet américain, précisément parce qu'il est démentiel. Mais comme tous les projets démentiels, il est criminel. Le projet d'Hitler était démentiel. Le projet que l'Allemagne allait pouvoir conquérir l'Europe, de l'Atlantique à l'Oural et même jusqu'au Pacifique, et dominer le monde à travers ça, n'importe quel individu raisonnable de l'époque aurait dû dire c'est démentiel. Et de ce fait, il était forcément criminel. C'est un projet de même nature et il est condamné au même échec. Mais pour que Hitler soit battu, il a fallu beaucoup, et des millions de morts. Je ne sais pas comment se compteront le coût de mettre en déroute le plan américain. Il coûtera certainement cher, mais il sera mis en déroute. Donc je ne suis pas tellement pessimiste sur ce plan. Alors à plus long terme, la seule perspective possible, nécessaire, c'est la perspective du socialisme à l'échelle mondiale, et je dirais même du communisme. Bon, alors ça pose des questions gigantesques de stratégie, de tactique et d'étapes. Gramsci a écrit l'ancien monde se meurt, le monde nouveau n'est pas né, dans la pénombre se dessinent des monstres. Eh bien, nous sommes dans ce moment de l'histoire et il y a beaucoup de monstres qui se dessinent. L'islam politique en est un, mais il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de monstres. Et ces monstres sont les formes déformées, comme sont tous les monstres, de révolte de ceux qui sont les victimes du système, mais qui ne sont pas encore parvenus à se constituer en alternative cohérente, rationnelle et progressiste. Le premier moment est un moment de révolte. Et comme on le sait dans l'histoire, la première révolte des ouvriers a été de casser les machines. C'est un moment de révolte contre quelque chose qui est épouvantable, qui est cette militarisation et qui frappe pour différentes raisons cette région du Moyen-Orient qui se trouve être au cœur du monde islamique. Il y a donc ce moment de révolte, cette dimension. Mais cette révolte, dans cette forme, est une impasse. L'islam politique n'est pas une alternative à l'impérialisme.
elle est une forme de soumission à l'impérialisme, avec une compensation, disons, donnée au plan psychologique, et je dirais presque névrotique, qui permet au système impérialiste de se faire accepter, de s'imposer, mais en même temps de donner à ses victimes l'impression qu'ils se libèrent. Et il y a une alliance fondamentale entre l'impérialisme et notamment l'hégémonisme américain et l'islam politique. L'islam politique a été soutenu, je disais tout à l'heure, contre les méchants communistes qui n'étaient que, appelons-le le régime d'Afghanistan, des despotes éclairés. Hein. C'est pas mal pour un pays comme l'Afghanistan. Contre tout le courant national populiste qui a sous les formes baassistes, sous la forme nassérienne, sous la forme également religieuse, mais associée à des réformes sociales et à des positions anti-impérialistes en Iran. Une alliance fondamentale entre l'impérialisme dominant et cet islam politique. C'est une impasse. Je disais, ce n'est pas la seule. Tous l'éclairage, on fait l'éclairage brutal sur celle-là, mais il y a l'hindouisme politique en Inde qui n'est pas différent. Il y a les ethnicismes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé en Yougoslavie avec l'éclatement de la Yougoslavie? Le développement, l'établissement de la démocratie? Non, des ethnocraties. Et des ethnocraties, ce n'est pas synonyme de démocratie. Le Kosovo aux Kosovars, la Serbie aux Serbes, la Croatie aux Croates, etc., etc. C'est aussi des fantômes, des monstres, les monstres ethniques. À travers l'Afrique, on en a beaucoup, mais aussi, j'ai donné un exemple européen. Donc nous sommes dans un moment où nous continuerons à avoir beaucoup de monstres. Ce que nous devons, c'est construire des alternatives qui ne soient pas des monstres, mais qui soient des alternatives qui fassent disparaître ces fantômes, ces réponses fantomatiques aux défis et construisent véritablement des forces alternatives cohérentes, et elles ne peuvent être que socialistes.